Bonjour à tous, nous allons étudier l'aspect énergétique des phénomènes mécaniques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par phénomène mécanique? C'est tout simplement l'étude des mouvements ou des forces qui s'appliquent à un système. Donc là, on continue le chapitre sur la mécanique avec l'aspect énergétique, c'est-à-dire que on va parler des énergies, différents types d'énergie d'un système. Alors, avant de commencer, on va reparler un peu du terme énergie. Vous avez déjà vu ça au collège. Il y a différentes formes d'énergie. Vous avez dû voir énergie électrique. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans le chapitre suivant, chapitre 9. Ici, on va parler plutôt des énergies mécaniques. Donc on verra qu'il y a d'autres types d'énergie. Vous avez dû aussi entendre parler de l'énergie thermique, donc liée à la chaleur. Et encore de l'énergie de rayonnement, par exemple l'énergie d'une onde électromagnétique, donc la lumière. D'où vient ce terme énergie? Ça vient du grec energia, qui veut dire force en action. D'un point de vue historique, en fait, l'énergie, c'est la capacité à produire un mouvement, et de façon plus générale, actuellement, on n'a pas de définition vraiment générale du terme d'énergie, mais en gros, l'énergie, ça va modifier l'aspect d'un système, le mouvement d'un système. Voilà. Souvent, ce qu'on calcule, ce sont des différences d'énergie, parce que parfois, l'énergie absolue, on ne peut pas la calculer, on calcule juste des différences d'énergie. C'est ce qui va nous intéresser. En fait, on va voir comment varie l'énergie d'un système, par exemple, ici, dans ce chapitre-là, au cours de son mouvement. Et on va voir comment on peut relier ça aux forces, justement. Il y a un principe universel qui est valable pour tous les types d'énergie, qui est donc la conservation, ici, de l'énergie. Donc ça veut dire quoi la conservation de l'énergie? Ça veut dire que pour un système donné, en fait, son énergie, elle reste constante. Elle peut changer de forme, donc l'énergie peut changer de forme. Par exemple, il peut y avoir une transformation d'énergie cinétique en une autre forme d'énergie. Mais par contre, la valeur de l'énergie reste constante au cours du mouvement. Et ça, c'est valable pour tous les phénomènes, dans toutes les situations, l'énergie, elle reste constante. Donc on va voir au cours du chapitre comment on peut voir cette conservation de l'énergie. Alors, énergie cinétique d'un système en mouvement. Donc, on va voir en fait dans ce chapitre 3 formes d'énergie. La première, c'est l'énergie cinétique d'un système qui est en mouvement. Alors, pour un système donc, en mouvement, on peut lui attribuer une énergie cinétique qui résulte de son mouvement. Donc pour mettre en évidence l'énergie cinétique d'un système qui est en mouvement, on vous propose là une petite vidéo qui montre en fait les effets de cette énergie, puisqu'en général ce qu'on peut visualiser ce sont les effets d'une énergie en fait. Donc là typiquement on prend deux balles de golf, une de 15 grammes et une de 30 grammes, et on va faire tomber chaque balle de golf, l'une après l'autre, dans du sable. Donc le sable qu'on va bien sûr remettre à niveau. Voilà, donc on essaie d'avoir un niveau à peu près bien horizontal pour le sable. Et on fait tomber la première balle dans le sable. Et l'idée, ça va être d'observer en fait l'impact de la balle de golf sur le sable et voir la différence si on change la masse de la balle et la vitesse initiale de la balle. Donc à chaque fois, la balle est toujours lâchée à la même hauteur. Donc là, c'est une balle, c'était la balle la plus légère qui vient de tomber. On a vu que la marque était très légère. Le trou formé dans le sable est très peu profond. Pour le second test, c'est toujours la même balle, mais cette fois-ci, elle est lancée à une vitesse plus élevée, mais toujours à la même hauteur. Et là, on remarque ici, le trou est un peu plus profond. Donc l'effet est plus important. Une conclusion, plus la vitesse est élevée, pour une même masse de balle et une même hauteur de lâcher, plus, vraiment, l'effet est important, le trou dans le sable est important, donc plus l'énergie que la balle a acquérie est élevée. Deuxième type d'expérience, cette fois-ci, on lâche la balle
qui est cette fois-ci donc plus lourde. Donc il y a une masse plus importante que la précédente. Même altitude et vitesse la plus faible. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Le trou laissé dans le sable est plus profond. Donc, pour une même hauteur de lâcher et une même vitesse initiale, on remarque que l'effet dans le sable est plus important pour une masse plus grande. Donc, a priori, l'énergie que la balle acquiert dépend à la fois de la masse et de la vitesse, et plus la masse est grande, plus l'énergie est grande, plus la vitesse est grande, plus l'énergie est grande également. Donc il y a un scientifique, Leibniz, au XVIIe siècle, qui a montré en fait que l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie cinétique, qui est donc liée au mouvement, elle est proportionnelle à la vitesse au carré ici, du système en question. Et pour finir, on a pu déterminer cette expression de l'énergie cinétique, donc c'est 1/2 fois la masse du système fois la vitesse au carré du système. Donc ça, c'est une expression qui est toujours valable, quel que soit le système, quel que soit le référentiel. L'énergie cinétique, je vous rappelle qui est donc liée au mouvement d'un système, est égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse du système au carré. C'est une énergie, l'énergie se mesure en joules. Donc l'unité de l'énergie, c'est en joules. La masse, on l'exprime en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde. Et donc cette énergie, cette formule-là, il faudra la connaître, il faut savoir l'utiliser, la connaître, et donc savoir calculer une énergie cinétique d'un système en mouvement. Donc, bien sûr, si le système n'est pas en mouvement, il a une énergie cinétique, mais qui a une valeur de 0 joule, donc qui est nulle. L'énergie cinétique est en fait reliée au travail des forces qui s'exercent sur le système, donc ça c'est ce que vous avez vu dans l'activité précédente. Donc qu'est-ce qu'un travail d'une force? Et après on va voir comment le travail est relié à l'énergie cinétique. Donc le travail d'une force, en fait, c'est une grandeur qui va permettre d'évaluer l'effet d'une force sur l'énergie cinétique du système. Donc en gros, savoir si une force va être plutôt motrice, donc elle va aller dans le sens du mouvement, donc qui va faire avancer le système, ou au contraire une force qui va être plutôt contre-motrice, si on veut, donc qui va plutôt freiner, en fait, diminuer la vitesse et donc l'énergie cinétique du système. Donc nous, on verra une seule formule qui permet d'exprimer le travail d'une force. Donc on considère un système, qu'on note S, on l'appellera toujours S, ça peut être par exemple une balle posée sur une table, par exemple, qu'on fait rouler sur la table. Ce système, on l'assimile à un point qui est situé au centre de la balle, par exemple. Donc ça, c'est juste pour simplifier, on assimile toujours, nous, dans notre cadre, le système à un point situé au centre. Et donc ce système-là, on l'étudie dans un certain référentiel, par exemple le référentiel terrestre, et il subit une action mécanique, j'insiste, qui est constante, ça veut dire que la valeur de l'action mécanique est toujours la même. Et la direction et le sens aussi. Cette action mécanique, on suppose qu'elle est modélisée par une force de vecteur F. Donc, par exemple, l'action mécanique, ça peut être l'action de gravitation exercée par la Terre. Cette action, on peut la modéliser par le vecteur poids, donc le vecteur poids, le vecteur force, qui s'exerce au centre de gravité du système. Ce vecteur-là a pour direction la verticale, je vous rappelle, et le sens vers le bas, vers le centre de la Terre. Le poids, on peut considérer qu'il est constant quand le système est proche de la surface de la Terre. Donc, on peut utiliser la formule permettant d'exprimer le travail de cette force, par exemple du temps. Donc, le travail d'une force, c'est une grandeur qui s'exprime toujours le long d'un chemin, de A vers B. Alors, A, c'est un point dans l'espace. Par exemple, là, on était sur une balle posée sur une table, ça peut être un bout de la table. Et la balle, elle va rouler jusqu'à un autre point, le point B, qui est un autre point de l'espace. On va symboliser par la lettre B. Donc le travail, on le calcule sur le chemin AB. C'est le travail de la force F, qu'on note entre parenthèses, et le travail, ça se note avec le symbole W, majuscule. Donc le travail sur le chemin AB de la force F, vecteur F, c'est égal en fait au produit scalaire de F, vecteur F et vecteur AB. Et en gros, ce qu'il faut connaître, c'est cette formule-là. Donc c'est la valeur de la force fois la longueur du chemin, fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, F
vecteur F, et le vecteur défini par AB. C'est le vecteur qui joint les points A et B. AB, ça désigne en fait la distance entre A et B. F, c'est la valeur de la force. Et cosinus FAB, c'est le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc ça, c'est une formule à connaître. Si on vous demande de calculer le travail d'une force, de façon générale, c'est cette formule-là qu'il faudrait utiliser, à condition que la force soit constante. En général, les forces qu'on considère, elles sont constantes. Donc, le travail d'une force s'exprime en newton fois mètre. On verra qu'en fait, il y a une autre unité pour le travail de la force, on va le voir juste après. Alors, pour clarifier un peu les choses, on va voir des petits exemples en fait. Donc, suivant dans quelle situation on se trouve, on va avoir un travail qui va être soit positif, soit négatif, soit nul. Et l'idée, c'est d'essayer d'interpréter en fait ce que veut dire un travail positif, négatif, nul. Donc par exemple, ici, donc là il y a des petits problèmes sur le schéma. Ici, les points A et B, en fait le point A c'est celui-là, et le point B il est là. La flèche en bleu représente toujours le vecteur force, on suppose qu'il n'y a qu'une seule force qui s'applique sur le système, et on cherche à déterminer le travail de cette force, F, sur le chemin AB. Donc dans le cas ici, où le vecteur force est dans le même sens et à la même direction que le vecteur AB, l'angle entre les deux, donc entre le vecteur AB et le vecteur force, est nul, et le travail de la force vaut F fois AB, c'est le travail maximal qu'on puisse avoir, puisque le cosinus de 0, cosinus de l'angle 0, ça vaut 1. Donc le cosinus, c'est la valeur maximale du cosinus. Le cosinus ne dépasse jamais 1. Et donc, le travail est dit moteur, dans le sens où le travail, en fait, il va permettre au système de le faire avancer plus vite. En gros, d'augmenter son énergie cinétique, puisque vous voyez que la force, elle est dans le même sens et la même direction que le mouvement. Donc vous imaginez, c'est comme si je fais rouler une balle. Bon, admettons que la balle, elle roule toute seule sur une table, et moi, je la pousse en plus dans le mouvement, dans son mouvement, en fait, dans le même sens, dans la même direction que son mouvement. Vous imaginez bien que la balle, forcément, sa vitesse, elle va augmenter, et donc son énergie cinétique également. Donc là, c'est pour ça qu'on appelle ça un travail moteur, en fait, c'est quelque chose qui va augmenter l'énergie cinétique du système. On a dans cette situation-là, cette fois-ci, une force, donc un vecteur force qui forme un angle alpha ici, là, cet angle-là, avec le vecteur AB ici. Donc, ce vecteur force, il est toujours dans le même sens en fait que le mouvement, vous voyez, il ne va pas dans le sens opposé, il est dans le même sens, mais il est légèrement incliné par rapport au mouvement. Donc ici, vous avez un travail qui est positif, parce que l'angle, en fait, il est l'angle alpha, là, entre les deux vecteurs, il est entre 0 et 90 degrés. Et donc, le travail reste positif, puisque quand un angle est entre 0 et 90 degrés, le cosinus est positif. Donc, F fois AB fois le cosinus, c'est quelque chose de positif. Et ainsi, un travail positif, c'est toujours un travail moteur. Donc, qui va toujours dans le sens du mouvement. Troisième situation, donc là, cette fois-ci, on a un vecteur force qui est perpendiculaire au mouvement. Donc, quand un vecteur force est perpendiculaire au mouvement, le travail est nul. En fait, cette force-là, elle fait rien sur le mouvement du système, dans le sens où elle ne permet pas au système d'avancer plus vite ou d'avancer moins vite. Donc, puisque ce vecteur est perpendiculaire au mouvement, le cosinus d'un angle de 90 degrés, ça vaut 0, et donc le travail de la force sur le chemin AB vaut 0, donc la force, c'est comme si elle ne servait à rien en fait sur le mouvement du système. Et enfin, les deux dernières situations concernent en fait une force qui est dans le sens opposé. Vous voyez, le système il va vers la droite, ici de A vers B. Là, la force, elle est dans le sens opposé du mouvement. Donc cette fois-ci, elle va freiner le système. Vous imaginez, c'est comme si vous reteniez la balle, en fait, vous l'empêchez d'avancer. Donc la force, elle va freiner le mouvement, et donc le travail est négatif. On dit que le travail est résistant. Quand le travail est négatif, le travail est résistant. Quand le travail est positif, le travail est moteur. Et quand le travail est nul, le travail est inutile. Donc ça, c'est le petit bilan sur les travaux des forces. Donc on a parlé du travail d'une force, on a parlé de l'énergie cinétique d'un système, maintenant on va voir comment les deux sont reliés. On étudie toujours
un système S qui est assimilé à un point situé en son centre, et cette fois-ci, on suppose, qu'il subit n actions mécaniques. Petit n, c'est un nombre, donc ça peut être 1, 2, 3, donc par exemple, je sais pas, il subit 4 actions mécaniques, ok. Chaque action mécanique, on va supposer qu'on peut la modéliser par une force de vecteur Fi. Fi, I c'est par exemple F1, donc I égale 1, F2, I égale 2, F3, I égale 3, et F4, I égale 4, pour chacune de ces forces. Donc dans le cas où le système subirait 4, donc n égale 4 forces, par exemple. On suppose que on étudie le mouvement de S sur un chemin d'un point A vers un point B de l'espace. Et on applique alors le théorème de l'énergie cinétique. Donc c'est un théorème ici. On applique au système S sur le chemin de A vers B dans l'espace. Ce théorème, il s'écrit de cette façon-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ici, delta E, c'est AB. Ça veut dire variation. Delta, ça veut dire toujours variation. Variation de l'énergie cinétique, EC, sur, entre A et B. C'est-à-dire, ici c'est monté là, la variation d'énergie cinétique du système entre A et B, c'est l'énergie cinétique du système au point B, moins l'énergie cinétique du système au point A. C'est bien une variation d'énergie cinétique. Donc soit delta EC est positif, ça voudrait dire que l'énergie cinétique du système a augmenté entre A et B, soit variation d'énergie cinétique négative, donc cette fois-ci, l'énergie cinétique du système a diminué de A vers B. Ça veut dire que ECB est plus petit que ECA, donc c'est bien ça, l'énergie cinétique a diminué au cours du mouvement entre A et B. Donc cette variation d'énergie cinétique est égale à... Alors, qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Donc, ici, vous avez le signe somme, représenté ici. Ça veut dire qu'on va faire la somme de tous les travaux de chaque force pour les forces qui vont de I égale 1 à I égale N. C'est-à-dire que je vais sommer le travail de la force F1 plus le travail de la force F2 plus le travail de la force F3 plus le travail de la force F4. Dans le cas où, comme je vous disais tout à l'heure, N égale 4. C'est un exemple, on pourrait prendre N égale 5, N égale 2, enfin ça dépend du nombre de forces qui s'appliquent au système. Ça veut dire que je vous rappelle, quand vous étudiez le mouvement d'un système, il faut bien au départ déterminer déjà quel est ce système, par exemple tout à l'heure, la balle posée sur une table, on assimile à un point situé à son centre, on étudie ce système dans un certain référentiel, et ensuite on regarde quelles sont les forces qui sont appliquées à ce système. Ça c'est vraiment la toute base, en fait, la base de l'étude du mouvement. Il faut bien ces trois étapes-là, qu'est-ce qu'on étudie, dans quel référentiel, et quelles sont les forces qui lui sont appliquées. Donc, une fois qu'on a bien repéré les forces, c'est comme ça qu'on sait quels sont les travaux à calculer, en fait. Donc, travail de la première force, plus travail de la deuxième force, plus travail de la troisième force, etc. Donc, le travail, vous le calculez sur le chemin de A vers B, comme on a vu tout à l'heure. Et ça, la somme de tous les travaux de toutes les forces, c'est égal à la variation d'énergie cinétique du système. Donc ça, c'est un théorème à connaître et à savoir utiliser. On verra qu'en général, ce théorème-là, il peut nous servir par exemple à calculer une vitesse en un point donné du système, par exemple, puisque vous savez que l'énergie cinétique, c'est égal à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, donc en connaissant par exemple les travaux des forces, et en connaissant une des deux énergies cinétiques, en un des deux points, on peut en déduire la vitesse en un point du système, par exemple. Ça, c'est une des utilisations possibles du théorème de l'énergie cinétique. Ensuite, une fois qu'on a ce théorème-là, on peut en déduire que, par homogénéité, vous avez l'unité de ce terme-là, donc l'unité du travail d'une force, qui est égale à l'unité de l'énergie cinétique. Puisque quand vous avez une égalité, l'unité de ce qui est à gauche est égale à l'unité de ce qui est à droite du signe égal. Donc, ça veut dire que l'unité du travail d'une force s'exprime en joules, puisque l'énergie s'exprime en joules. On l'a vu tout à l'heure. Donc, le travail d'une force s'exprime à la fois en joules
Et des joules, c'est donc égal à des newtons fois des mètres. Parce qu'on a vu tout à l'heure que le travail s'exprimait en newtons fois mètre. Alors, on va faire un petit exemple d'application directe de ce théorème. Donc, on se place dans cette situation que j'ai représentée ici. Donc, on considère une balle lancée d'un point A, le point qui est ici, et elle va arriver à un point B, le point qui est ici. Donc, on étudie cette balle dans le référentiel terrestre, toujours préciser le référentiel, et on va supposer que la balle ne subit que son poids, donc la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre. Le poids, on a vu que c'est une action mécanique qui est modélisable par une force qui s'exerce au niveau du centre de la balle. Ce vecteur poids, il est constant, c'est un vecteur constant, puisqu'on suppose que la balle est proche du niveau du sol. La direction de ce vecteur est bien verticale, et le sens vers le bas, donc vers le centre de la Terre. Donc ici, le vecteur poids est représenté, la petite boule là, c'est bien la balle. Et le vecteur AB, c'est la flèche en rouge ici. Donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique à la balle entre le point A et le point B. Le point A est situé à une altitude ZA, c'est l'altitude du point A, par rapport au niveau 0 du sol. Ici, l'axe OX correspond en fait au niveau du sol. On est au sol ici. La balle va aller jusqu'au point B qui a une altitude ZB. Ça, c'est juste des petites notations. Donc, on applique le théorème de l'énergie cinétique, la somme des travaux des forces, puisqu'il n'y a que le poids qui s'applique. J'ai oublié de préciser, on suppose que on néglige en fait les frottements de l'air sur la balle. Donc, ça va être une force d'intensité très faible, donc on va négliger cette force-là. Donc, il n'y a que le poids qui s'applique au système. Et donc, finalement, la variation d'énergie cinétique entre A et B est égale au travail du poids sur ce chemin-là. Maintenant, on applique le théorème en exprimant chacun des deux termes, à la fois la variation d'énergie cinétique et le travail du poids. Donc la variation d'énergie cinétique, on a dit tout à l'heure que c'était l'énergie cinétique au point final moins l'énergie cinétique au point initial. Retenez, variation c'est toujours final moins initial. On fait toujours comme ça. Le travail du poids, par définition, on avait vu, puisque le poids est une force constante, enfin, on peut dire que le travail du poids est égal à la valeur du poids fois la distance AB, c'est-à-dire la norme du vecteur AB, fois le cosinus de l'angle entre la force, donc le poids, le vecteur poids, et le vecteur AB. Maintenant, on remarque ici que l'angle, je vais noter alpha. Donc l'angle, c'est l'angle entre le vecteur poids ici et le vecteur AB ici. On note alpha. Maintenant, on va essayer en fait de tout exprimer en fonction des mêmes grandeurs. Et ici, puisqu'on connaît la hauteur ZA moins ZB, c'est la hauteur H ici, eh bien on va essayer de tout exprimer en fonction de ZA moins ZB. Pardon. Donc on va essayer de tout exprimer en fonction de Z1 moins ZB. Pour ça, on va refaire un petit peu de trigonométrie. Donc, on va ajouter ici, on va appeler ici grand H. Donc grand H, ça va être le projeté ici orthogonal de A sur le segment ZBB. Donc, le segment ZBB, c'est ce segment-là. On trace la droite perpendiculaire à ce segment passant par A, et grand H, ça va être le point situé vraiment au croisement ici de la droite que je viens de tracer et du segment ZBB. Donc, grand H, c'est ce point-là. Ensuite, on remarque que l'angle alpha, il se retrouve aussi exactement ici. Là, cet angle-là, c'est l'angle aussi alpha, c'est-à-dire l'angle entre la droite AH et la droite AB. Donc l'angle alpha ici est aussi ici. Donc si on se place dans le triangle rectangle en H,
le triangle AHB, rectangle en H ici, le cosinus de l'angle ici, alpha, c'est égal à la longueur du côté adjacent à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse, AB. Donc cosinus de l'angle alpha, je vous rappelle, c'est bien adjacent sur hypoténuse, donc longueur AH divisé par longueur AB. Adjacent, ici c'est bien le côté adjacent à l'angle, ici, puisque l'angle est ici, divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est le plus grand côté, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc AH sur AB. Ensuite, on exprime AH. AH, on remarque qu'en fait, c'est la distance ZA moins ZB. AH, c'est cette distance-là. Donc ZA moins ZB. Et AB, on laisse AB. Ensuite, on simplifie le théorème de l'énergie cinétique. On a exprimé le cosinus alpha, on a dit que c'était ZA moins ZB sur AB. En remplaçant dans la formule ici cosinus alpha par cette expression-là, on remarque qu'on va avoir P fois AB fois ZA moins ZB divisé par AB. On va avoir donc AB au numérateur et AB au dénominateur. Les deux vont se simplifier. Et il reste P fois ZA moins ZB. Puisque les AB se simplifient. Cosinus alpha, on l'a remplacé par ZA moins ZB sur AB. P, c'est la norme du poids, qui vaut donc la masse du système, m, fois g, l'accélération de la pesanteur. P égale mg, petite formule que vous connaissez bien. Et ZA moins ZB, on note h, c'est la hauteur du point A par rapport au point B. Donc petit h, c'est juste cette distance-là. C'est-à-dire que c'est la hauteur relative du point A par rapport au point B d'arrivée. Donc, on peut en déduire que la variation d'énergie cinétique du système, c'est égal à la masse fois l'accélération de la pesanteur fois la hauteur du système, la variation de hauteur du système du point B par rapport au point A. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire à l'aide de cette relation-là, tout à l'heure je vous disais qu'on pouvait en déduire des vitesses, on peut aussi en déduire, si on connaît les vitesses initiales et finales, on peut en déduire, par exemple, la hauteur de départ du système considéré. Connaissant sa masse et l'accélération de la pesanteur, je vous rappelle qu'elle vaut 9,81 Newton par kg. Donc c'est une des choses possibles. Ou alors en déduire la vitesse, comme je disais la dernière. Voilà pour le théorème de l'énergie cinétique, théorème qu'il faut savoir utiliser et qu'il faut connaître.